Alors, oui, je me propose de présenter Siegfried. Siegfried, tu es là? Très bien. Alors, Siegfried a trois passions dans la vie: la vente, la prise de parole en public et le storytelling. Depuis très jeune, il a fait une expérience douloureuse dans la présentation orale et suite à ça, il s'est dit: il faut absolument que j'apprenne à présenter, mais toujours d'une façon plus efficace. Durant ses 35 années d'expérience dans la vente et le management, pour le compte de sociétés locales, nationales et internationales, il s'est aperçu que ceux qui réussissaient, c'étaient ceux qui pouvaient inspirer le monde de par leurs idées et leurs projets. Il va donc ainsi poursuivre l'art oratoire en s'inscrivant chez Toastmaster International en 2010. Et dès le début, avec Philippe Christin, il va créer le premier club Toastmaster qui s'appelle, dans le sud de la France du moins, qui s'appelle Côte d'Azur. Et en 2015, le club Toastmaster Sophia Antipolis. En 2012, il sera champion de discours en français au Luxembourg. Et par la suite, après être devenu directeur de secteur et de division, il va devenir directeur du district 59 de 2018 à 2019, où il va pouvoir diriger un réseau de 3600 personnes réparties dans les 125 clubs des 5 pays du district 59, qui sont la Belgique, la France, évidemment, le Luxembourg, Monaco et les Pays-Bas. Il est maître praticien en PNL et il dispense avec bonheur les conférences et des formations sur le dépassement de soi. Mais sa marotte, c'est le storytelling. Si vous voulez en vous savoir plus, il y a 3 choses qu'il cache, mais quand même dont il est fier. Lorsqu'il avait 6 ans, il a été poursuivi par un tigre en Afrique. Il vous en dira tout à l'heure, certainement un jour ou l'autre, un petit peu plus. Et il est fasciné par 2 personnages qui n'ont aucun rapport a priori, c'est Albert Einstein et Monica Bellucci. Bellucci, du moins, pardon. Eh bien, maintenant, vous savez à peu près tout de Siegfried. Siegfried, c'est à toi. Merci beaucoup, Odile. Je te fais un hug immense, virtuel, mais non moins sincère. Merci beaucoup, Odile, pour cette présentation. C'est super. La pression est haute, du coup. À l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a un cœur qui bat. En ce matin particulier, je suis à moitié endormi dans mon lit. Et vous savez, c'est ce moment très sympa, en tout cas que j'adore, où on n'est pas encore tout à fait sorti de son rêve et où on y est encore un tout petit peu. Je suis dans mon rêve et je flotte. Et dans ce rêve, je suis avec les meilleurs orateurs du monde. Imaginez, Mark Brown est dans champion du monde de prise de parole en public. Darren Lacroix est dans mon rêve. J.A. Gamache est dans mon rêve. Philippe Christin voudrait être dans mon rêve. C'est mon mentor, hein, donc qui aime bien châtie bien. Et dans ce rêve, avec ces champions du monde de prise de parole en public, nous parlons de prise de parole en public et notamment de storytelling. Cerise sur le gâteau, juste à côté de moi, dans mon lit, allongée, elle est là. Cheveux courts. Poils longs. Elle m'embrasse et elle adore faire ça. Sur chaque centimètre carré de ma peau nue. Alors quand je dis qu'elle m'embrasse, c'est pas tout à fait ça. En fait, elle me lèche. Elle me lèche. Elle me lèche. Hé, arrête. Belle, tu as brisé mon rêve. Belle, c'est mon golden retriever. Belle, c'est ma chienne. Et ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est chaque matin sauter sur mon lit et se mettre à côté de moi. Elle adore les caresses. Bon, revenons à mon rêve. Je flotte. Marc, Darren, J.A. Gamache. Si vous étiez avec ces 3 grands champions, quelles questions aimeriez-vous poser? Moi,
j'ai la mienne. La question que je veux leur poser, c'est pourquoi, bon sang, pourquoi est-il absolument nécessaire, indispensable, essentiel de raconter des histoires dans nos discours, nos prises de parole, nos présentations orales? Je leur pose la question. Marc, Darren, Gia se réunissent, palabrent, discutent, et au bout de quelques minutes, ils reviennent vers moi. Mark Brown avec sa grosse voix. Siegfried, il y a 3 raisons, 3 immenses pourquoi il faut utiliser des histoires dans les prises de parole. Et il partage avec moi ces 3 grands pourquoi. Alors, si vous voulez bien, maintenant, je vais partager avec vous ce qu'ils m'ont partagé dans ce rêve. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, vous faites oui, des pouces, que je vous voie un peu. Oui, Christiane est d'accord, Andréane est d'accord, Béatrice, je ne la vois pas, Leslie, je ne la vois pas encore, mais vous êtes d'accord. Alors, je vais partager avec vous ces 3 immenses pourquoi. Les 3 grands pourquoi il faut intégrer absolument des histoires dans vos prises de parole en public. Premier grand pourquoi. Notre cerveau aime les hormones. Quand je dis que notre cerveau aime les hormones, c'est faux. Notre cerveau adore les hormones. Lorsque nous racontons des histoires à nos interlocuteurs, à l'intérieur, dans leur cerveau, des hormones sont sécrétées. De la dopamine, de l'ocytocine, de la sérotonine, des endorphines, toutes ces hormones de plaisir. Et puis également ces hormones de stress, le cortisol, l'adrénaline. Et mon challenge, si vous voulez bien, pendant cette première partie, notre cerveau aime les hormones, eh bien, je vais vous raconter des histoires pour chaque type d'hormone. Et mon challenge, donc, ça va être de sécréter dans votre cerveau ces hormones. Commençons par la dopamine. J'ai du stress, parce qu'il faut que j'en sécrète dans votre cerveau. Nous sommes au mois de février, 2 ans en arrière, en 2020, plus exactement le 14 février 2020. Et le 14 février, en tout cas en France, c'est la Saint-Valentin. Je ne sais pas si... Est-ce qu'au Canada, c'est la Saint-Valentin, le 14 février? Oui. OK. En Afrique, y a-t-il des Africains, des personnes en Afrique ou pas? 14 février, Saint-Valentin. Bref, nous sommes le 14 février, Saint-Valentin. Nous sommes au Palais des Festivals à Cannes, dans une salle qui contient 100 personnes. Et là, j'ai la chance inouïe de donner une conférence à 100 personnes, justement, sur le storytelling. D'habitude, lorsque je donne mes conférences, j'ai toujours des personnes de 18 à 99 ans, en tout cas, j'espère qu'ils ont 99 ans, dans la salle. Et ce jour-là, je donne ma conférence et au bout de 15 minutes, je ne sais pas, je sens quelque chose qui ne va pas. Je ne comprends pas trop, ça ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque j'aperçois une petite fille juste là, au milieu de la salle. Elle a 11 ans, elle ressemble à ma fille Anaïs. Elle a des yeux couleur noisette. Elle a des couettes sur les côtés. Je ne sais pas si au Canada ou en Afrique ou ailleurs, vous avez également Fifi Brin d'Acier. En France, on a cette petite fille Fifi Brin d'Acier avec ses 2 couettes. Elle lui ressemble aussi. Elle est très interpellée par ce que je suis en train de dire. Et du coup, ça me perturbe. Une fille de 11 ans qui vient voir une conférence sur le storytelling et qui est là, captivée. Je ne comprends pas. Bref, je continue et je marche sur la scène jusqu'à ce que j'annonce enfin, « Mesdames et messieurs, je vais vous révéler maintenant les secrets du storytelling. » Au moment précis où je termine cette phrase, la petite fille lève le bras. « Moi, monsieur !» Qu'est-ce qu'elle me veut? Elle veut aller aux toilettes, elle a perdu ses parents. Pourquoi elle perturbe comme ça ma conférence? « Monsieur, moi, je vais vous dire quels sont les secrets du storytelling. » Je n'ai pas dit un mot
qu'elle se lève aussitôt. Elle traverse l'allée centrale, monte sur la scène, vient à côté de moi, me prend la main et m'accompagne jusqu'au bout de la scène. Au bout de la scène où, sur une table, est posé un coffre en bois fermé. Monsieur, ils sont là, les secrets du storytelling. Waouh, je veux ouvrir la boîte. Je vais pour l'ouvrir. Elle pose sa main sur la mienne. Non, non, monsieur. Mais comment je veux voir les secrets du storytelling. Tu m'as dit qu'ils étaient à l'intérieur. Non, monsieur. Je vais vous dire à l'oreille quels sont les secrets du storytelling. Elle s'approche de moi et me murmure. Les secrets du storytelling, ce sont... Chers amis, vous avez peut-être vu cette vidéo que j'ai réalisée pour les besoins de cette conférence aujourd'hui. Je vous repose la question, et je pose la question pour la première fois à ceux qui n'ont pas vu cette vidéo. Est-ce que vous auriez envie de connaître la suite de cette histoire? Christiane, Andréane, c'est vous que j'ai. Odile, j'étais en face. Oui, en ce moment même, mes chers amis canadiens, africains, français, de tout, du monde entier, en ce moment même, dans votre cerveau est sécrétée de la dopamine. Et qu'est-ce que ça produit, la dopamine? Ça produit des effets vertueux qui sont que nous avons plus de focus, nous avons plus de motivation et nous avons plus de mémoire. Donc, plus de focus, plus de motivation, plus de mémoire sécrétée par la dopamine. Et la dopamine est sécrétée par le fait, simplement, que vous avez raconté une histoire qui va un peu, alors en français, je ne sais pas comment on dit, je sais que les Canadiens, vous êtes hyper précis sur les mots, beaucoup plus précis que nous, les Français. Bon, nous, en France, on dit teasing. Donc, c'est pour teaser. Vous savez, c'est pour créer du suspense. Lorsque vous créez du suspense dans vos histoires, vous faites en sorte que dans le cerveau de vos interlocuteurs et interlocutrices se crée de la dopamine. Alors, racontez ce type d'histoire, vous allez créer de la dopamine. Ça, c'est la dopamine. Maintenant, je vous ai dit qu'il y avait d'autres hormones. Passons à l'ocytocine, si vous voulez bien, ou plutôt à l'endorphine. L'endorphine. Alors là encore, je vais vous raconter une histoire qui, normalement, devrait faire en sorte que vous sécrétiez de l'endorphine si je fais bien mon travail. Alors, endorphine. En fait, c'est une histoire d'amour. Cette fois. Une magnifique histoire d'amour. Ma plus belle histoire d'amour, ou presque. J'ai 19 ans et je suis dans la rue. Je marche et je m'ennuie parce que mes copains sont partis ailleurs et moi, je suis tout seul dans la rue. Je ne sais pas quoi faire cet après-midi-là. Et lorsqu'on a 19 ans, qu'on ne sait pas quoi faire un après-midi, eh bien, il y a des pensées bizarres qui nous viennent dans la tête. Et moi, il y a une pensée bizarre qui me vient dans la tête, c'est « Siegfried, tu marches dans la rue, tu comptes jusqu'à 10, et lorsque tu arriveras à 10, tu fais un quart de tour, la porte devant laquelle tu es, tu l'ouvres et tu rentres. » Bon, bizarre. Mais je me dis, Siegfried, allez, tu t'es envoyé ce challenge, relève-le. Je marche donc dans la rue et je compte jusqu'à 10. 8, 9, 10. Je me tourne, la porte d'un magasin quelconque. J'ouvre la porte, j'entre. Nathalie qui me regarde derrière son comptoir. Waouh! Aussitôt, nous tombons amoureux l'un de l'autre. Oh, imaginez, cheveux mi-longs, légèrement bouclés, des yeux enjôleurs, des lèvres sensuelles.
à laine menthe fraîche, merveilleusement sculptée, tout pour plaire. Mais arrêtons de parler de moi et parlons plutôt de Nathalie. Normalement, là, si vous riez, c'est top parce que vous êtes en train de sécréter des endorphines. Si vous ne riez pas, c'est que j'ai mal fait mon boulot. Sachez que chaque fois que nous rions, chaque fois que nous sommes surpris favorablement, dans notre cerveau, des endorphines. Alors, les endorphines, ça produit des effets magiques, vertueux. Nous sommes plus créatifs lorsque nous sécrétons de l'endorphine. Nous sommes plus sereins, nous sommes plus concentrés. Ce n'est pas la même concentration que le focus de tout à l'heure. Non, là, c'est une concentration sur une tâche. Tout à l'heure, la dopamine, c'est plutôt un focus large sur ce qui se passe sur l'environnement. Là, c'est concentré sur notre tâche. Imaginez, rien que parce que nous avons produit des endorphines. Alors, j'ai une suggestion pour vous. C'est ma routine du matin. Chaque fois que je commence ma routine, le matin, Paul, tu as le… Non, c'est bon, Paul, c'est bon, je vois ta main levée. Ah non, mais Paul, la main est levée du début à la fin. D'accord, excuse-moi. Tu es revenu. Alors, attends, du coup, ce que je vais faire, hop, parce qu'à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, mais… Attendez, hein. Hop, je vais afficher en mode intervenant. C'est génial comme ça, super, encore mieux. Voilà, comme ça, je vous ai tous impeccable et je reviens à ma présentation. Créativité, sérénité, concentration. Ma routine du matin. Lorsque je me lève, je fais ma petite routine. Alors, certains font le Miracle Morning. Bon, moi, je fais un petit peu, mais pas trop. En revanche, dès que je suis devant ma tasse de café, avec mes tartines, je mets mon iPad et puis je regarde des vidéos. Je suis passionné par la prise de parole en public, par la vente, donc imaginez, les vidéos, c'est autour de ces thèmes. Mais je ne commence jamais sans regarder avant tout une vidéo qui me fait rire. Alors au Canada, vous avez Just for Love, hein, juste pour rire. J'adore. Ce sont des séries de petits canulars qui se passent dans la rue ou à droite ou à gauche. Et je ne sais pas pourquoi, mais au bout de 30 secondes, je rigole et parfois même je rigole aux éclats. Donc, si vous voulez, ma petite suggestion pour super bien démarrer, focus, serein, concentré, passez-vous une petite vidéo qui fait rire. Voilà. Et là, vous partez du bon pied. C'est mon conseil du jour. Alors, je vous ai parlé de dopamine, je vous ai parlé d'endorphine. Maintenant, on va passer à l'ocytocine. L'ocytocine. L'ocytocine, c'est un petit peu différent. Et si vous permettez, je vais vous raconter une histoire. Après tout, on est en mode storytelling. Donc, je vais vous raconter une histoire. Nous sommes au mois de juin 1993, donc long time ago, hein, il y a très longtemps. Plus exactement, le 21 juin, premier jour de l'été. 1993. Je suis en région parisienne, je suis dans mon bureau. Toute ma famille, quand je dis ma famille, c'est-à-dire mes frères, mes sœurs, mon père, ma mère, sont installés sur la Côte d'Azur, extrême sud-est de la France, pour ceux qui sont à l'étranger. C'est là où le soleil brille quasiment toute l'année. Un coin de paradis. Moi, je suis en région parisienne, il fait un peu gris, et je suis dans mon bureau, plus exactement derrière mon bureau. Et je suis particulièrement content ce matin pour deux raisons. Première raison, mon père, qui était hospitalisé hier dans la région niçoise, est retourné à la maison. Il était hospitalisé pour un cancer généralisé, mais visiblement, ce n'était pas son heure. Et d'ailleurs, pour moi, ce ne sera jamais son heure, tellement je le sais fort, puissant. Deuxième raison pour laquelle je suis extrêmement content, dans 3 semaines, je vais être papa d'une petite fille. Elle s'appellera Anaïs. Personne dans la famille ne sait que ce sera une fille. Personne donc ne sait qu'elle s'appellera Anaïs. Le téléphone sonne. Allô, Patrick?
Où est Siegfried? Patrick, c'est mon frère. Il est installé également dans la région niçoise. Patrick, plutôt, me dit-il, Siegfried, si tu veux revoir papa une dernière fois, il faut que tu prennes l'avion aujourd'hui et que tu viennes nous voir. Je suis dans l'avion et je regarde passer les paysages, vous savez, ces montagnes. De temps en temps, vous êtes au-dessus des nuages. Vous flottez. Et vous avez l'impression que rien ne peut vous arriver, sauf si vous avez peur de l'avion. Moi, je me dis que rien ne peut arriver. Rien ne peut arriver à mon père. Ce n'est pas possible. Mon père, c'est un légionnaire de carrière. Il a fait la Légion étrangère en France. C'est l'élite des militaires. Dixit les militaires. Mon père a toujours été fort et il n'a que 60 ans. En revanche, mon père, ça fait quelque temps qu'il est malade. Le taxi me prend à l'aéroport et me dépose à l'hôpital. Lorsque je descends, le taxi me pose juste devant la petite allée fleurie où 3 semaines auparavant, je marchais, je me promenais avec mon père sur cette allée. Et je me souviens très bien, c'était juste il y a 3 semaines, je me souviens très bien que nous parlions des roses, il adore le jardin, nous parlions de ces tulipes, nous parlions de l'odeur de ces grands arbres, ces eucalyptus. Je rentre dans l'hôpital, je prends l'ascenseur, premier étage, je sors de l'ascenseur, dans le couloir, je me retrouve face à la chambre 114. J'ouvre la porte et à l'intérieur, ma maman, mon frère, Patrick donc, Ingrid, ma sœur aînée, et au fond, un lit, contre les fenêtres. Et sur ce lit, mon papa. Immédiatement, je me mets à pleurer. En 3 semaines, cet homme a complètement changé. Je peux voir, alors qu'il est de profil, je peux voir combien il est devenu émacié, presque squelettique. Je ne le reconnais pas. Nous passons la nuit, ma mère, ma sœur, mon frère et moi, avec mon père dans cette chambre. Mon père est inconscient. Il ne m'a pas dit bonjour depuis que je suis rentré dans cette chambre. Le lendemain, matin, nous discutons en famille, mon père, toujours inconscient. Et puis, je ne sais pas pourquoi, ça vous est peut-être arrivé dans votre vie, mais il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose qui me dit, va prendre la main de papa et dis-lui simplement que bientôt, il sera grand-père. Dis-lui que ce sera d'une fille et dis-lui qu'elle s'appellera Anaïs, alors que personne ne le sait. Je m'approche de lui, je lui prends sa main et je lui dis à l'oreille, « Papa, ce sera une fille. Elle s'appellera Anaïs. » Et je peux sentir sa main presser légèrement la mienne. 1h30 plus tard, mon père expirera pour la dernière fois. Mes chers amis, je suis désolé de vous raconter ce type d'histoire, mais nous sommes en storytelling. Normalement, dans votre tête, dans votre cerveau, vous avez de l'ocytocine qui a été créée. Et cette ocytocine, c'est une hormone qui nous rend à tous plus humains. Nous sommes plus généreux, nous avons plus confiance en l'autre, nous sommes plus dans la compassion. Lorsque vous êtes avec vos clients ou lorsque vous êtes devant un auditoire et que vous avez besoin de faire passer un message inspirant, un message où vous avez besoin de réunir les gens, racontez-leur ce type d'histoire. Alors, pas une histoire forcément là pour l'exercice. Je vous ai donné ma vraie histoire avec mon père, mais vous n'êtes pas obligé de faire pleurer dans les chaumières, hein, ce n'est pas le but. Mais vous pouvez raconter l'anecdote d'un de vos clients, par exemple, dont l'entrepôt a brûlé et qui a tout fait pour se sortir de là, pour réussir à nouveau, pour remonter une affaire. Vous pouvez raconter ce type d'histoire. En racontant ce type d'histoire, vous vous rapprochez. Ça, c'est pour l'ocytocine.
Maintenant, nous avons des hormones qui sont des hormones dont je vous parlais tout à l'heure, sont des hormones de stress, le cortisol et l'adrénaline. Cortisol et adrénaline, des hormones de stress. Alors là, je ne vais pas vous raconter une histoire, je vais faire le feignant, je vais juste vous passer une petite vidéo. Alors, le son, normalement, soit vous ne l'avez pas, soit vous l'aurez très, très, très légèrement, parce que j'utilise un logiciel qui est assez particulier et que je n'ai pas su paramétrer encore. La prochaine fois, il sera super bien paramétré. Donc, vous allez voir passer une petite vidéo et c'est juste pour vous donner l'exemple de cortisol et d'adrénaline. C'est parti. Bon, désolé. Alors là, quand il y a le son, quand c'est en écran géant, quand c'est en 360, là, normalement, on a très peur. Et là, dans la tête, dans le cerveau, il y a du cortisol à fond qui est envoyé. Donc, c'est une hormone de peur. Alors, dans vos histoires également, vous pouvez utiliser des histoires, donc justement, qui vont sécréter du cortisol ou de l'adrénaline chez vos clients, dans votre auditoire, pour vos discours. Mais attention, attention, parce que si vous utilisez trop cela, comme une histoire sur l'ocytocine ou c'est une histoire dramatique, si vous amenez trop bas votre auditoire, ça peut être une personne ou 1000 personnes, hein, si vous l'amenez trop bas, votre auditoire, il va falloir le remonter. D'accord? Donc, ne pas trop bas, ne leur faites pas trop peur. Voilà, sinon après, vous allez vraiment ramer pour faire remonter tout le monde. Donc voilà, ça c'était juste pour vous montrer combien les histoires sont importantes. Rappelez-vous, hein, ce n'est pas moi, hein, c'est Marc, Darren, J.A. qui, dans mon rêve, m'ont dit « il faut absolument que tu racontes des histoires parce que notre cerveau aime les hormones ». Ça, c'est le premier « pourquoi ». Notre cerveau aime les hormones. Alors, je vous propose de faire un petit shaker de cerveau parce que là, entre l'ocytocine et le cortisol, là, on est un peu mal. Ça vous dit? Allez, je le fais avec vous, petit shaker. David, tu as le droit de faire le shaker aussi, je te vois. Ah, David, il croyait qu'il était planqué. Non, non, David, je te vois. Impeccable. Maintenant, deuxième pourquoi. Alors, attendez, avant de vous donner le deuxième pourquoi, tac, il y a une slide que j'ai oubliée. Donc, l'ocytocine, le cortisol et l'adrénaline, ça nous rend irritables, critiques, intolérants, nous prenons des mauvaises décisions, nous avons notre mémoire qui flanche. Donc, lorsque nous avons ces hormones, cortisol et adrénaline dans notre cerveau, voilà tout ce que ça produit. Donc, c'est pour ça qu'on a intérêt vite à se dégager de cette hormone, de ces hormones, cortisol et adrénaline négatives. Voilà. J'avais une autre petite vidéo à vous passer, mais elle marche vraiment bien quand il y a du son. Donc, je ne vais pas la passer. On va directement passer au deuxième pourquoi. Et ce deuxième pourquoi, c'est l'histoire crée l'émotion. Et l'émotion crée la connexion. Alors, l'histoire crée l'émotion et l'émotion crée la connexion. Hop. Alors, normalement, lorsque nous sommes devant notre auditoire, nous essayons d'utiliser un des mécanismes de persuasion principaux pour amener notre auditoire à nous. Et ce mécanisme, le plus simple, c'est la sympathie. C'est un mécanisme de persuasion, parmi les 6 que recense Robert Cialdini. Ce mécanisme est très puissant si nous voulons connecter. Parce que ce qui est important, c'est de créer de la connexion avec notre auditoire. Si vous avez quelque chose que vous recherchez, vous êtes des orateurs accomplis pour beaucoup, donc vous savez que ce qui est hyper important lorsque nous prenons la parole, c'est de connecter. C'est ce premier moment où les personnes qui sont en face de nous vont laisser tomber leur smartphone, vont laisser tomber tout ce à quoi ils sont en train de penser, simplement pour être avec vous. Pourquoi? Parce que vous aurez su connecter avec eux. Et pour connecter avec eux, il va falloir que vous créiez de l'émotion. Et qu'est-ce qui crée l'émotion? C'est l'histoire. Donc, il n'y a pas de lien direct entre l'histoire et l'émotion.
entre l'histoire et la connexion. Le lien, il est entre l'histoire et la connexion. D'accord? Donc, la sympathie, c'est simple. Nous sommes tous Toastmasters. Alors, si je raconte une histoire de Toastmasters, normalement, nous avons des éléments pour connecter entre nous. Si je vous parle de improvisation, table topics, si je vous parle de discours préparés, si je vous parle d'évaluation, si je vous donne des histoires autour des règles de Toastmasters, il y a des choses qui font que nous connectons entre nous. Et donc, comme nous connectons entre nous, eh bien, le courant passe. Vous savez, connexion, le courant passe. Oui, mais voilà, nous ne sommes pas tous des Toastmasters. Lorsque nous nous retrouvons face à un auditoire, des clients, des fournisseurs, des collègues, des collaborateurs, ils ne sont pas forcément Toastmasters. Donc, il va falloir trouver de la sympathie différemment. Donc, on va trouver, par exemple, eh bien, nous habitons dans la même ville, ou bien nous travaillons dans la même société, ou bien nous aimons les mêmes loisirs, les mêmes sports, les mêmes activités. D'accord. Est-ce que c'est suffisant? J'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Siegfried, moi, je suis vendeur commercial et je dois aller vendre mes produits à des ingénieurs et nous n'avons rien en commun. Donc, je ne sais pas comment m'y prendre. Je n'ai pas d'histoire à leur raconter. Eux, ils sont ingénieurs, moi, je suis vendeur. Et vous allez voir où je veux en venir. Qui ici fait du ski? Alors, je n'ai qu'un tiers de vous. Ghislaine fait du ski. Super. Catherine, fais-tu du ski? Catherine fait du ski. Vivien fait du ski. Marie-Paul, c'est ça? À Orléans, c'est Marie-Paul? C'est comment? Marie-Pierre? Marie-Pierre, génial, fait du ski. Alexandre fait du ski. Voilà. Bon, il y en a quelques-uns qui font du ski. Mais là, si je regarde bien, allez, à fond, on est 25% à faire du ski. OK. Donc, si je raconte une histoire sur le ski, normalement, je devrais connecter qu'avec au maximum 25% de mon auditoire, si je reste dans la logique. Parmi ceux qui font du ski, Catherine, Marie-Pierre, Alexandre, Ghislaine, qui a une fille? Pouf, oh, on est tombé à... Il a 3 filles, Alexandre. Oui, mais Alexandre, je ne prends pas la moyenne, hein, je prends juste... Sinon, tu remontes la moyenne, on est remonté à 40%. Là. Donc, 2 filles de l'autre côté. Bon, mettons que nous soyons, allez, 10% à donc aimer le ski et avoir une fille. Qui, parmi ceux qui font du ski, qui ont une fille, font passer à leur fille ou ont fait passer à leur fille leur première étoile? Vous savez ce que c'est la première étoile au Canada, etc. Donc, première étoile, c'est un titre. Donc, lorsque les enfants sont tout petits, leur premier challenge, c'est de passer la première étoile. C'est une sorte de course, slalom. Et à la fin, si on a bien fait les choses, on a la première étoile. Bon, normalement, on est gentil, tout le monde a la première étoile. Marie-Pierre, 2 étoiles. Ghislaine aussi. Bon, ben là, vous savez à combien on est tombé? On est tombé à 2-3%. Vous imaginez? Allez, 4%. 4%, ça fait peu. Ça veut dire que si je raconte une histoire sur le ski à des personnes qui ont une fille et première étoile, voilà, je n'intéresse plus personne. Et pourtant, je vais vous raconter une histoire sur le ski, première étoile avec une fille. Jennifer est une fille de 10 ans. Elle vient voir sa mère et elle est en pleurs. Maman, 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 demain, je dois passer ma première étoile et je suis sûre que je vais rater. Sa mère, mais non, Jennifer, mais attends, toute la semaine, tu t'es entraînée avec ton moniteur et tu skis bien, tu vas l'avoir, ta première étoile. Non, non, maman, je te jure, je ne vais pas l'avoir, j'en suis sûr. Le lendemain matin, au bas de la piste de ski, la maman de Jennifer, tout en haut, une minuscule personne, Jennifer, tout en haut de la montagne. Alors, Jennifer, 10 ans, d'habitude, elle est petite. Mais là, tout en haut de la montagne, elle paraît encore plus petite. Elle paraît même fragile. Elle paraît même extrêmement frêle. Cette petite silhouette s'élance sur la piste et commence à slalomer. Cette silhouette, cette petite silhouette, s'agrandit au fur et à mesure qu'elle descend. La maman, en bas de la piste, est effrayée, paniquée à l'idée que sa petite fille puisse tomber.
ou que sa petite fille puisse échouer. Jennifer, slalom, 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 passe la ligne d'arrivée devant la maman. La maman regarde le chronomètre. Moins d'une minute. Moins d'une minute. Ça veut dire qu'elle a sa première étoile. Le moniteur glisse quelques mots à Jennifer. Jennifer arrive avec ses skis. Maman, 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 j'ai ma première étoile, j'ai réussi. La mère et Jennifer s'embrassent. Mes chers amis, si vous avez été un tant soit peu ému par cette histoire, ce n'est pas à cause du ski, ce n'est pas à cause de la fille, ce n'est pas à cause de la première étoile, mais c'est à cause peut-être, je ne sais pas, de la peur qu'a ressentie la maman. Peut-être que vous aussi, à un moment dans votre vie, vous avez eu peur pour un de vos enfants, un de vos parents, pour vous-même. Peut-être aussi que vous avez eu un objectif dans votre vie, vous avez eu peur de rater, et finalement, vous avez réussi. Peut-être qu'à un moment donné dans votre vie, vous vous êtes senti fragile, frêle, minuscule. Et puis, vous avez osé vous élancer. Peut-être que dans votre vie, vous avez eu peur de faire un discours, et en vous disant, mais je vais rater, je vais rater, je vais rater, je vais rater. Et finalement, vous réussissez. Et c'est ça, ce sont ces éléments-là qui font que vous connectez ou que vous faites connecter votre auditoire. Ce n'est pas forcément l'histoire. Il n'y a pas de lien direct. C'est les émotions produites par l'histoire. Deuxième chose, donc, l'émotion est créée par l'histoire. Donc, je reprends. L'histoire crée l'émotion crée la connexion. Troisième chose, troisième élément. J'ai un peu de retard sur mes slides, désolé. Histoire, émotion, voilà. Troisième élément, notre cerveau est vieux et anxieux. Je répète, notre cerveau est vieux et anxieux. Je vais vous présenter quelqu'un maintenant qui s'appelle Ardouin. Voilà Ardouin. Monsieur Ardouin. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Ardouin? En fait, c'est un jeu que j'avais lancé sur un réseau social. J'ai voulu baptiser ce monsieur, mais je ne savais pas comment le baptiser. Et donc, sur le réseau social, j'ai lancé l'idée. Et puis, des personnes m'ont répondu, Oscar, Arthur. Et puis, quelqu'un m'a dit Ardouin. Puis, j'ai été voir sur Internet. Je me suis dit, oh, c'est pas mal, Ardouin, je vais l'appeler Ardouin. Voici Ardouin. Ardouin, c'est notre ancêtre. Ardouin, c'est notre ancêtre et hop, Ardouin vit dans des grottes. Et alors que nous avons comme objectif, comme envie pour demain, eh bien peut-être de réussir un discours, peut-être de trouver notre point X, comme nous a si joliment dit J.A. Gamache tout à l'heure, nous avons envie de faire quelque chose demain, d'avoir des objectifs. Lui, Ardouin, il n'a qu'un objectif. Et cet objectif, c'est survivre. Lui, dans sa grotte, il danse. I will survive, I will survive. Voilà, c'est tout ce qui l'intéresse, Ardouin. Survivre. Et comment est-ce qu'il fait pour survivre dans sa grotte? Eh bien, il transmet son expérience de génération en génération. Comment? En racontant des histoires. Ardouin raconte des histoires depuis toujours dans la grotte. Pourquoi? Eh bien, par exemple, pour permettre aux autres de leur raconter comment ils chassent le mammouth, comment ils créent un feu efficacement, comment il faut entretenir le feu. Et il raconte des histoires et des histoires. Comment on taille des outils. Et il crée des histoires autour de ça. Hop, il y a un micro qui est allumé. Commis, si tu peux fermer ton micro. Ou si quelqu'un peut fermer le micro de Comis. Oui. Voilà, super, merci. Voilà, il transmet de génération en génération en racontant ce qu'il fait, son histoire. Alors, où est-ce que je veux en venir? Aujourd'hui, voici le cerveau d'Ardouin.
Je vous le montre en plus grand. Voici le cerveau d'Ardouin. En fait, c'est faux, ce n'est pas le cerveau d'Ardouin. Parce qu'à l'époque, Ardouin, il n'a pas un cerveau aussi élaboré. Ardouin, il a un cerveau, ce qu'on appelle un premier cerveau. Un cerveau qu'on appelle reptilien. Vous savez peut-être ça. Cerveau reptilien. Et ce cerveau reptilien, à cette époque, donc au temps préhistorique, il ne prend... Franchement, je schématise, hein, je ne suis pas paléontologue, attention. Hein. C'est juste pour schématiser, c'est juste pour les besoins de l'exemple des histoires. Ardouin, avec son cerveau petit, il n'a que 3 possibilités de l'utiliser, pour faire simple. Devant un danger, pour survivre, hein, devant un danger, soit il reste paralysé, soit il s'enfuit, soit il se bat. Imaginons, il y a un mammouth qui arrive, il essaye de se battre devant le mammouth, je pense connaître déjà le résultat, ou alors il s'enfuit en espérant courir plus vite que le mammouth, ou alors il reste paralysé en espérant que le mammouth le prenne pour un arbre ou une branche. C'est tout ce qu'il fait. Nous, lorsque nous parlons à notre auditoire, bien souvent, trop souvent, nous essayons de parler à notre auditoire, non pas comme si nous racontions des histoires à Ardouin. Nous avons évolué et un deuxième cerveau est apparu, le cerveau limbique, qui est le siège où on analyse les émotions. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. C'est le seul moment théorique de la conférence. Puis, un troisième cerveau est apparu, le néocortex. Et le néocortex, c'est la prise de décision élaborée. Donc, prise de décision élaborée, je suis à Carrefour, enfin, je suis dans un supermarket, et là, il y a une promotion, laquelle je choisis. Vous imaginez le type de décision élaborée. Bref, mais lorsque nous nous retrouvons devant notre auditoire, nous parlons avec le cerveau qui est le cerveau élaboré. Or, il faut que nous parlions à Ardouin, le cerveau reptilien, celui qu'on doit rassurer, celui qu'on doit apprivoiser. Je vous donne un exemple de comment ça se passe. Il y a 2 ans, je suis à Bruxelles et je dois donner une conférence sur le storytelling, justement. En fait, c'est un atelier sur le storytelling. La veille, l'organisateur me dit « Siegfried, si tu veux, tu viens dormir chez nous. » Je dis « Ok, je viens dormir, c'est super sympa de votre part. » Je suis au premier étage et au premier étage, je vous décris rapidement les lieux. C'est le lieu de vie, enfin là où il y a les chambres plutôt, donc le lieu de sommeil. Donc il y a ma chambre, il y a la chambre de leur fille et il y a la chambre des parents. Sur ce même étage, il y a la salle de bain. Le lendemain matin, je suis très pudique et je veux faire doucement. Le lendemain matin, je me dis, je vais me lever très tôt pour aller prendre ma douche. Donc, je vais dans la salle de bain très tôt. Super, Paul, je conclus dans vraiment peu de temps. Je vais pour prendre ma douche. Je prends ma douche complètement nu, avec les muscles saillants qui dépassent. Non, là, c'est de la rigolade. Donc, je prends ma douche et à la fin de ma douche, je veux m'essuyer et je cherche la serviette. Et là, il y a un mur de la douche et la serviette est derrière ce mur. Alors, je prends mon bras comme ça et je vais chercher la serviette. Mais au moment où je vais chercher la serviette, là, un homme nu à côté de moi. Donc, je m'écarte. Qu'est-ce qu'il me veut? Quand je m'écarte de la baignoire, c'est mon cerveau reptilien qui s'est mis en branle. Celui qui se dit « Waouh, tu veux te battre ?» ou alors j'aurais pu fuir, ou alors j'aurais pu rester paralysé. Là, je suis courageux, je vais décider de me battre. Et quand je vois la personne là, j'analyse ce qui se passe. Que se passe-t-il? Il se passe que je suis en face de mon miroir. Ah mince, quittez la salle de discussion dans 57 secondes. Je suis en face de mon miroir et ce miroir me renvoie que c'est moi. Donc, je me dis, puisque c'est moi, et là, c'est le troisième cerveau qui entre en route, puisque c'est moi, eh bien, je prends la décision de faire un régime parce que je suis vraiment gros dans le miroir. Voilà, donc, ça, c'est la troisième chose. Parler à Ardouin, parler à Ardouin. J'ai 30 secondes pour conclure. Alors, pour conclure, je vous dirais que, simplement, notre cerveau aime les hormones, l'émotion crée la connexion et notre cerveau est vieux et anxieux. Alors, mes chers amis, racontez des histoires à Ardouin, notre ancêtre. Mais n'oubliez pas non plus que nous sommes des êtres humains. Et comme nous sommes des êtres humains, eh bien, à l'intérieur de chacun de nous, il y a un cœur qui bat.